Des ondes vocastes, la radio a tout pour réussir. Et oui, la radio a tout pour réussir et le secteur du podcast aussi. Oui, et le podcast semble tendance en 2019. Tout le monde en parle, alors que je me rappelle en avoir entendu pour la première fois, il y a moins de 10 ans, on a entendu parler de ça. Ou même plus. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Enfin, j'ai l'impression d'entendre parler de nouvelles applications de podcast tous les jours. Est-ce que j'en ai compris maintenant que les podcasts commencent à prendre de la valeur ? Les producteurs de contenu commencent à s'opposer même à certains nouveaux projets. Et oui, depuis quelques mois déjà, l'arrivée d'intermédiaires pour l'écoute de podcasts pose problème. Des applications comme Magellan, Toutac et Talkers, pour ne rester qu'en France, ont toutes comme ambition de développer le secteur du podcasting en apportant des solutions pour favoriser l'écoute et la découverte de contenu audio. Bon, ces startups ont sûrement raison de vouloir se positionner sur ce créneau, mais a priori, le marché du podcast ne peut difficilement se construire en l'état. C'est ça le problème. Alors, effectivement, à chaque nouvelle application qui se lance, il y a toujours les mêmes levées de boucliers, toujours les mêmes questions et problématiques qui surgissent. Quid de la rémunération des créateurs par les applications qui utilisent leur contenu ? Plus globalement, quelles autorisations pour quelles conditions ? Et aussi, comment mesurer la performance d'un podcast ? Quelles mesures d'audience complètes, entre guillemets, pour développer le marché ? Oui, mais ça se comprend, ça. C'est ce que l'on constate d'ailleurs, c'est que les plateformes de lecture de podcasts sont des intermédiaires qui ne partagent pas forcément d'intérêt avec les créateurs. Alors oui, carrément. L'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, je pense pour vous aussi, c'est TuneIn. Cet agrégateur de radio et de podcast est devenu une référence à tel point qu'il est le service par défaut pour écouter des radios sur les assistants vocaux d'Amazon et Google. TuneIn est une entreprise privée qui n'a aucun compte à rendre aux éditeurs radiophoniques. La société contrôle, comme bon lui semble, les médias agrégés. Ouais, c'est vrai, l'application TuneIn place des publicités et propose des abonnements à ses utilisateurs au détriment des radios et podcasts recensés qui ont pourtant participé au succès de l'entreprise. Du coup, on peut se poser la question, faut-il un intermédiaire pour l'écoute des podcasts ou n'est-ce pas justement nuisible pour l'écosystème ? Alors ça, c'est difficile de répondre à cette question. Dans tous les cas, imaginons qu'une société honnête veuille, entre guillemets, veuille développer des fonctionnalités en concertation avec les acteurs du secteur. Eh bien, elles n'auront malheureusement aucun organisme de référence vers qui se tourner, comme le faisait remarquer le fameux James Cridland, éditeur de l'excellente newsletter Podnews. Et je suis d'accord avec lui, il faudrait au moins un ensemble d'accords sur les principes de base, comme la mise en forme des descriptions d'épisodes. Il faut aussi envisager une entité en charge de décourager les pratiques allant trop à l'encontre des intérêts des producteurs de contenu. Pour un exemple concret, je vous invite à vous renseigner sur l'affaire Luminary, si vous ne la connaissez pas, aux États-Unis. Alors du coup, la solution avant tout, ce serait d'avoir un organisme avec un maximum d'acteurs, c'est ça, Anthony ? Radio, agences de production, mais aussi des associations de producteurs indépendants, des régies. Alors oui, l'idéal, mais alors là c'est vraiment utopique, serait de rassembler l'écosystème du podcast dans sa globalité avec un système de gouvernance analogue à celui de Médiamétrie. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que personne ne semble vouloir s'entendre sur la moindre chose. Chacun peut avoir une vision du média, une certaine écriture, une certaine façon de faire, avec des ambitions économiques différentes, mais cela ne doit pas créer d'opposition. L'écosystème aujourd'hui est tristement peu structuré, il n'y a aucun regroupement cohérent autour de la radio à la demande. Il serait pourtant judicieux d'avoir une collaboration autour de la technologie pour une meilleure compétition autour du contenu. Les tentatives de regroupement manquent systématiquement de cohérence, incompréhension des limites techniques, refus des ambitions économiques disparates, etc. Espérons que le geste qui a annoncé la création d'un groupe de travail sur la distribution des podcasts changera la donne dès la première réunion le 4 juillet. Alors du coup, je résume, Anthony, pour toi, pour assurer l'avenir du podcast, il faudrait définir des règles, des standards, mais en réalité, cela serait insuffisant, car les applications plateformes auront toujours le dernier mot. C'est ça, en fait, c'est eux qui maîtrisent les tuyaux, en gros. Et bien, voilà. C'est la solution naïve qui consisterait à avoir un portail unique et donc fermé. Alors tout à l'heure, je disais qu'il fallait une collaboration autour de la technologie pour une meilleure compétition autour du contenu. Cette phrase est clairement et fortement inspirée de l'idéologie de Radio Player. J'en parlais en fin de zapping tout à l'heure. Radio Player est un projet visant à développer des technologies unifiées pour les radios nationales du Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Suisse, Norvège, Allemagne, Autriche, Canada et même du Pérou. Alors ce qui serait cohérent mais très extrême, c'est que les radios, agences et producteurs indépendants s'organisent et développent ensemble une technologie unique. Oui, ça demanderait d'abandonner le RSS, sans quoi il y aurait toujours possiblement des applications tierces venant se servir dans les catalogues de contenu. Mais en plus de maîtriser parfaitement le tuyau au sein duquel transite leur contenu, l'intérêt d'un lecteur unique réside aussi dans le fait que les statistiques ne sont plus limitées vu qu'il n'y a plus une multitude d'applications de lecture, multiples clients.
Oh, mais je crois que ça fait débat au sein de la communauté Oui, des bien sûr. podcasteurs. Et c'est vrai qu'on comprend facilement qu'un annonceur veuille savoir combien de fois sa publicité en mid-roll a effectivement été lue. Et il est utile aussi pour un créateur de contenu de connaître son audience en analysant les taux d'écoute, les durées moyennes d'écoute par épisode et les points d'arrêt principaux, hein, les moments où les utilisateurs ont le plus abandonné la lecture. Et oui, tous ces indicateurs qui semblent nécessaires pour développer le marché publicitaire des podcasts, selon les Échos, ne peuvent s'obtenir qu'en plaçant des marqueurs analytiques de façon uniforme sur toute application cliente, lisant le podcast, en analysant les clics utilisateurs sur les boutons play, par exemple. Alors ça, c'est absolument pas possible d'avoir ces données en analysant les logs serveurs de son hébergeur. Oui, mais alors pour en revenir à l'idée de portail unique, c'est quand même risqué. Avant tout, difficile d'imaginer la mise en place d'une telle solution. Les changements à opérer sont trop importants. Hein. Et puis aussi pour abandonner le RSS, c'est quand même compliqué ça, non? Oui, tu as complètement raison. Alors la force du podcasting aujourd'hui réside justement dans son format ouvert, comme le dit si bien le manifeste du podcast ouvert, lancé par Yann Reader. C'est mieux pour l'auditeur d'avoir le choix entre différentes applications pour écouter un podcast. Ça, oui. Oui, après tout, le web actuel est également considéré comme ouvert. Et heureusement qu'il existe différents navigateurs pour accéder au site. Alors justement, ça tombe bien parce que je voulais en venir à une solution qui me paraissait idéale. Et justement, connaissez-vous le navigateur web Brave? C'est un navigateur respectueux de la vie privée, basé sur le même code source que Google Chrome, avec un adblocker intégré. Brave donne le choix à ses utilisateurs en matière de publicité. Et les internautes sont rémunérés en jetons BAT quand ils regardent des annonces. Ces jetons obtenus peuvent être utilisés pour faire des dons aux éditeurs des sites web visités. Attends, mais ces jetons virtuels, ça vaut rien dans la vraie vie alors? Alors si, la monnaie numérique, on va dire BAT, est échangeable facilement en euros ou dans d'autres devises sur des plateformes comme Uphold ou Coinbase par exemple. En réalité, c'est une expérimentation intéressante de la technologie blockchain, la fameuse. Alors pourquoi utiliser la technologie blockchain, me diras-tu, et pas directement l'euro? Eh bien tout simplement car la technologie blockchain, du fait qu'elle repose sur une base décentralisée, présente grandement un intérêt dans le sens où aucune personne seule ne peut la contrôler. Aucune entité ne pourra théoriquement être à la tête d'un monopole avec ce système. Ouais, mais aujourd'hui, on sait que le marché de la pub sur Internet est majoritairement sous l'emprise de deux sociétés, Facebook, Google. Donc le système de Brave règle le problème? Exactement. Alors je vous invite à consulter le livre blanc qui est assez complexe, mais je fournis le lien dans la description. Ça explique très bien le projet en détail. Brave apporte une vision du web où annonceurs, éditeurs et utilisateurs ne sont plus parasités par des intermédiaires et ce de façon décentralisée. Explique, Anthony. Comment ça se passe concrètement? Oui. Alors, les annonceurs payent en euros ou autres. Ils payent de l'attention utilisateur, modélisée en actif numérique, BAT. BAT, ça veut dire Basic Attention Token. Donc, pour résumer vraiment très grossièrement, imaginons qu'un annonceur veuille payer pour 1 minute d'attention de 1000 utilisateurs. Alors, ceci aura toujours la même valeur en termes de temps de cerveau disponible. On est d'accord, c'est 1 minute d'attention, 1000 utilisateurs. Mais selon la demande, le prix à payer ne sera pas forcément le même. Alors, s'ils veulent gagner des BAT, les utilisateurs regardent des publicités non intrusives, dans le respect de leur vie privée. Ils sont rémunérés en BAT, représentant un certain temps d'attention utilisateur. Les sites web, eux, peuvent recevoir des dons en BAT de la part de leurs visiteurs en 2 clics directement depuis le navigateur, à côté de la barre d'adresse. Alors, un système aussi permet de rétribuer les éditeurs automatiquement en fonction du temps qu'un internaute a passé sur chacun des sites. Les éditeurs ont ainsi des jetons, des BAT sur un portefeuille virtuel et ils peuvent décider de les échanger contre des euros en les échangeant donc sur des plateformes de crypto-monnaie. Et d'où le trading sur ces plateformes, c'est ça? Exactement. Donc plus il y aura d'annonceurs, plus le cours du BAT sera à la hausse si la quantité d'attention utilisateur disponible stagne. Pour résumer, les éditeurs sont libres d'échanger leurs jetons contre des euros, des dollars, quand ils le souhaitent, selon le cours du BAT. Mais revenons maintenant au podcast, parce que c'est quand même ça le sujet. Actuellement, le navigateur Brave se base sur les noms de domaines. Exemple, vocas.fr, google.fr, twitter.com, pour rémunérer les éditeurs. Sauf pour YouTube, où la répartition des rétributions se fait par chaîne YouTube. Donc, si on imaginait que la rétribution pouvait aussi se distinguer par flux RSS, et si on pouvait facilement écouter un podcast via le navigateur, chaque podcasteur pourrait recevoir des contributions en BAT par somme de durée d'écoute et ou par don. Donc plus besoin d'avoir des intermédiaires comme Patreon pour les dons. Exactement. Et la fonctionnalité est intégrée au sein du client de lecture. À noter que les utilisateurs peuvent aussi acheter des BAT s'ils n'en ont pas assez pour faire des dons plus significatifs, sans oublier que les auditeurs font le choix d'avoir de la publicité ou non. Et les annonceurs bénéficient sans intermédiaire d'un temps d'écoute
auditeurs certifiés, mesurés sans compromettre la vie privée des auditeurs. Bon, et quand même l'aspect navigation et gestion des abonnements, il reste tout ça. Il faudra un module peut-être complémentaire pour avoir quelque chose d'aussi ergonomique à l'usage qu'Apple Podcast, par exemple. Oui, c'est sûr, je parlais de Brave, mais c'était juste dans la philosophie, parce que Brave, ça sert à visiter des sites web, mais il n'est pas nécessaire d'attendre que l'équipe de Brave développe éventuellement une telle solution. Les acteurs du podcasting peuvent se réunir et décider de concevoir ensemble une plateforme sur cette même base, avec un mode de gouvernance équitable et profitant à tous. Je parle de Brave, mais il y a plein d'autres projets sur le même principe, Veracity, qui se focalise sur les vidéos, ou même Radio Yo, même si c'est difficile de savoir si ces équipes derrière tiennent la route. Un autre projet en cours de développement conçu par un Américain, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, voilà, c'est l'Américain qui développe seul dans son coin, Podcrypt repose sur ces mêmes approches. En gros, un tel projet grandeur nature serait certes compliqué à mettre en œuvre, mais ce serait très bénéfique pour tous les acteurs du podcast. Je pense qu'il faut d'abord qu'un organisme réunissant un maximum d'acteurs se constitue pour éventuellement concevoir ensemble un tel dispositif. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas ce que vous en pensez de tout ça. Vous qui nous écoutez, vous pouvez donner votre avis et me dire ce sur quoi vous êtes d'accord et ce sur quoi peut-être j'ai tort. En tout cas, c'est assez complexe, je le reconnais. J'ai essayé de simplifier, même si cette chronique demeure longue, mais je suis intimement persuadé qu'une telle vision des choses sera la norme dans quelques années. Des ondes Vocast.